Intégral Bourse, Grégoire Favet. Comment appréhender la suite sur les marchés? La suite, ça veut bien sûr dire 2015. Il y a toujours un effet calendaire qui n'a pas grand sens peut-être pour les investisseurs, mais il y a toujours un petit impact psychologique quand même de débuter une nouvelle année. C'est Didier Saint-Georges qui est avec nous, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Didier Saint-Georges, bonjour. Bonjour. Déjà un mot de l'analyse que vous faites de cette année en matière de performance. Là, on regarde quand même des divergences assez fortes qui se sont construites tout au long de cette année. Alors sur les performances des marchés actions entre le S&P 500 et l'Eurostoxx, le Stoxx 600, les grands indices européens, on a 3-4 fois plus de performances peut-être du côté des États-Unis, des divergences aussi au sein de certains marchés émergents, des divergences aussi entre les actions et les taux. Enfin voilà, comment est-ce que vous analysez toutes ces divergences? Est-ce que ce mouvement-là continue ou est-ce qu'à un moment, il y a un rattrapage justement qui peut s'effectuer, qui va s'effectuer? Alors effectivement, il y a des divergences absolument considérables et comme vous citiez les marchés émergents, il est clair qu'il ne fallait pas être en Russie, il fallait être en Inde, il ne fallait pas être en Turquie, il fallait être en Chine. Donc clairement des divergences absolument considérables, donc des choix d'allocation d'actifs qui sont décisives. Faut-il anticiper une sorte de rattrapage, de correction, une sorte de retour à la moyenne? Peut-être pas dans l'immédiat, parce que quand on regarde les raisons pour lesquelles il y a eu autant de divergences, ce sont vraiment des raisons macroéconomiques, des raisons très très fortes, qui se retournent pas comme ça sur un mois ou deux. On a vraiment des tendances longues, ce qui amène à la question la divergence États-Unis-Europe. Bien sûr. Et en la matière, on ne voit pas pour l'instant l'inflexion sur l'Europe en termes de performance économique. Alors peut-être que le mini-cycle qui s'était retourné à peu près il y a un an, quand on regarde quand les chiffres se sont dégradés en Europe, y compris en Allemagne, et en particulier en Allemagne, c'était à peu près il y a un an. Donc si on considère que les mini-cycles depuis 2009 durent à peu près un an et demi, le point bas précédent c'était quand Mario Draghi avait fait son grand appel mi-2012, ça va durer un an et demi aussi. Donc pourquoi pas imaginer un bas de cycle quelque part l'an prochain? On verra. En attendant, pour l'instant, on a une croissance économique aux États-Unis qui continue naturellement d'être bien meilleure qu'en Europe. Par conséquent, ces divergences de performance, on ne les voit pas poindre. Pas sûr qu'elles se résorbent aujourd'hui. Ça veut dire que vous n'achetez pas la BCE d'une certaine manière, Didier Saint-Georges. Là, vous attendez pas un effet QI comme on a pu avoir d'ailleurs sur tous les marchés qui vont expérimenter ces politiques monétaires. Vous le voyez pas en Europe aussi fort qu'ailleurs? L'expression acheter la BCE est assez parlante parce que en effet, la seule chose qu'on puisse vraiment acheter en Europe, c'est l'impact de Mario Draghi sur les marchés. Et d'une certaine façon, chez Carmignac, on l'achète et on l'a acheté depuis un bon moment, directement sur les emprunts d'État périphériques qui ont continué leur lancée et qui pour l'instant aujourd'hui continuent d'être la cible des actions de Mario Draghi. Donc très bien. Maintenant, pour ce qui est des actions, il y a peut-être deux réserves majeures qui justifient que je ne réponds pas de manière très positive à votre question. La première, qui est un peu évidente, qui consiste à te demander dans quelle mesure l'action de Mario Draghi pourra suffire à faire relancer l'économie réelle. Donc je crois qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, on peut en parler. Il y a de vraies raisons d'avoir quelques doutes là-dessus. Et la deuxième chose, c'est sur l'effet de devise. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de ceux qui, comme vous dites, achètent la BCE, c'est-à-dire se disent finalement ce que va faire Mario Draghi, c'est faire baisser l'euro, il a déjà commencé. En tout cas, les marchés ont anticipé ce qu'il ferait, et cela, c'est positif pour les marchés actions. Ça pose la question de savoir, et j'ai pas véritablement la réponse, peut-être vos téléspectateurs l'ont, vos auditeurs, c'est la suivante, c'est de se dire si les marchés européens, le CAC 40 l'an prochain, progressent, mettons de 10%, et que dans le même temps, l'euro baisse de 10%. Est-ce qu'ils auront l'impression de s'être enrichis ou pas? Il faut bien se demander quand même si, quand un marché est essentiellement tiré par la perspective d'une baisse de la monnaie, si en cela c'est pas un petit peu une escroquerie intellectuelle, c'est-à-dire que l'épargnant a l'impression d'avoir fait une bonne performance en fin d'année, et puis quand il va vouloir passer les vacances en dehors de la zone euro, il va se rendre compte qu'en réalité il s'est pas enrichi. Donc j'ai quelques scepticismes quand même sur l'idée que l'atout principal de la zone euro l'an prochain serait la baisse de l'euro. Dans ce cas-là, l'épargnant a peut-être mieux à faire qu'investir en actions européennes. Bon, et pourquoi est-ce que vous estimez que le QI de Mario Draghi, d'une certaine manière, n'est pas crédible d'un point de vue action? Parce qu'il n'est pas accompagné d'une politique fiscale, budgétaire, ou en tout cas de la promesse d'une politique fiscale, budgétaire qui serait efficace. En cela, on peut comparer peut-être ce qui a été fait au Japon. Il y a des doutes sur les politiques monétaires et l'efficacité des QI, mais au Japon, Abe a eu au moins la volonté, en tout cas l'ambition de mettre tout sur la table là, avec ses trois flèches.
Alors il y a deux raisons pour lesquelles j'ai un petit peu réservé sur l'efficacité que peut avoir le quantitative easing, en tout cas toute l'expansion monétaire qu'il nous promet. Il y a deux raisons. La première, c'est le timing. Il est très très difficile et on ne connaît pas de cas où véritablement en tant que tel l'expansion monétaire ait suffi à retourner le cycle économique. Au risque d'être provocateur, j'irais presque jusqu'à dire que si j'étais Mario Draghi, j'attendrais un peu avant de faire du quantitative easing pour le faire au moment où l'économie repart, et c'est là qu'il y aurait le maximum d'impact. Un effet d'accompagnement. Exactement, d'entraînement et d'accélération. Faire du quantitative easing contre le cycle économique, c'est probablement dès le départ réduire manifestement son impact. Et puis la deuxième raison, c'est de se dire que l'ambition de Mario Draghi, qui est en apparence très spectaculaire, donc augmenter la taille du bilan de la BCE, la ramener au niveau de début 2012, c'est-à-dire faire 1000 milliards d'euros d'augmentation de la taille du bilan, c'est ça qui est très impressionnant. Et là, j'ai quelques doutes. Le premier, c'est ce qu'il y parviendra, parce que clairement, ça va nécessiter acheter beaucoup d'emprunts d'État périphériques pour atteindre ce niveau-là, et on sait très bien que l'Allemagne traînera des pieds considérablement pour soutenir le mouvement. Mais surtout, la deuxième chose, c'est qu'imaginons même qu'il y parvienne, qu'il arrive à ces 1000 milliards d'euros. Ça amènerait le bilan de la BCE à 30% du PIB européen. Est-ce que c'est si spectaculaire que cela? Peut-être pas. Quand vous voyez le cas japonais que vous citiez, aujourd'hui, avant même qu'on ait la deuxième phase de quantitative easing japonaise, le bilan de la Banque centrale du Japon est déjà à 60% du PIB. Donc l'ambition de Mario Draghi, elle n'est pas si spectaculaire que cela. Et s'il voulait vraiment faire du quantitative easing à la japonaise, avec autant de force, alors ça voudrait dire un montant d'achat 2 fois plus important que ce qu'il a en tête aujourd'hui. Et là, on peut penser qu'il y aurait des résistances politiques absolument énormes. Ça veut dire quand même qu'il y a un vrai risque de crédibilité là autour de ce qui se passe en Europe, autour de la Banque centrale européenne. Et j'ai même envie de dire par effet domino, là, on a un risque de crise de crédibilité de pas mal de banques centrales dans le monde aujourd'hui, Didier Saint-Georges. Alors, en tout cas, pour déjà la Banque centrale européenne, il y a un vrai défi de crédibilité. On a vu que dans le Conseil des gouverneurs, il y avait déjà plus d'unanimité. Donc, non seulement le fait de confirmer cette cible de 1000 milliards d'euros reste aujourd'hui pas complètement certaine, mais en plus de ça, le rythme à laquelle ça aura lieu et comment ce sera fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc ce n'est pas fait aujourd'hui. Donc il y a un vrai défi de crédibilité quand le jour va venir de véritablement faire les annonces. Pour ce qui est des autres pays, on ne peut pas dire qu'au Japon, il y a un manque de crédibilité. Monsieur Kuroda... il y a une division aussi, ils ne sont pas tous unanimes là, sur les nouvelles mesures qui ont été aujourd'hui, elles sont décidées, les mesures. Elles sont décidées. Et puis l'augmentation des achats mensuels est déjà en cours. Donc on a quelque chose quand même qui me paraît assez crédible et qui naturellement, par rapport à la situation européenne, est soutenu par un gouvernement qui va obtenir ce dimanche, qui vient, ce week-end, au moment des élections générales anticipées au Japon, probablement, c'est jamais fait d'avance, mais probablement une majorité renforcée qui va soutenir le programme, la Médomix en question. Donc je pense que la crédibilité de la Banque du Japon aujourd'hui, elle est à peu près établie déjà. 2 mots sur le dollar et le pétrole, Didier Saint-Georges, qui sont d'ailleurs liés. Mais la hausse du dollar, si elle se poursuit, et je crois que c'est un pari que vous continuez de faire chez Carmignac, comment est-ce que vous mesurez, je crois qu'on a bien compris les impacts positifs que ça pouvait avoir, comment est-ce que vous mesurez les impacts négatifs là, la Banque des règlements internationaux commence à me dire attention, la stabilité des marchés financiers n'est pas acquise pour l'avenir, la hausse du dollar notamment déstabilise un certain nombre de pays émergents, on a déjà vécu cet épisode en 2013, est-ce que ça peut revenir? Et puis sur le pétrole, quelle lecture vous faites déjà de la chute du baril? Et là aussi, comment est-ce que vous évaluez les aspects positifs et les aspects plus négatifs qu'il peut y avoir à avoir un actif chuter comme ça aussi brutalement? Oui, absolument. Alors sur le dollar, vous avez raison de dire que chaque mouvement fort sur les devises crée des perturbations. Et il est certain que de la même manière que quand le dollar avait beaucoup baissé, vous vous souvenez du ministre des Finances brésilien qui protestait la guerre des monnaies. Voilà, qui disait la guerre des monnaies, etc. Alors maintenant que le dollar monte, on va faire le reproche inverse. Non, mais ce qui est vrai, c'est que des perturbations fortes et rapides sur les monnaies sont très compliquées à gérer pour les autres pays. Et donc effectivement, en tant qu'investisseur, il faut bien faire attention aux pays qui peuvent être vulnérables à une hausse du dollar. Et dans le monde émergent, il y en a. Parce qu'ils ont de la dette libellée en dollars. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont pas contents. Ils sont pas contents
content quand le dollar baisse, parce qu'évidemment là c'est une arme sur le commerce international, on va dire, mais quand le dollar monte trop vite, trop fort, c'est leur dette qui augmente. Exactement. Et c'est pour cela d'ailleurs que depuis le mois de mai 2013, quand il y a eu la première alerte, il y a eu une sédimentation très forte qui s'est faite entre ceux qui sont vulnérables, qui ont de la dette, qui ont un déficit budgétaire, etc., et puis ceux qui au contraire ont des bilans beaucoup plus forts. Donc dans le monde émergent, c'est exactement cela qui fait l'énorme césure entre l'Inde qui fait plus 35% cette année et la Russie qui fait moins 40. Donc il est clair qu'il faut savoir où on se met. Je dirais que la meilleure protection contre cela, c'est d'être positionné sur le dollar lui-même. C'est la meilleure façon de vous protéger. Alors sur le prix du baril et sur le pétrole, déjà bien se rendre compte que c'est un symptôme. C'est un symptôme d'une offre qui n'est pas disciplinée. Et on sait très bien que l'OPEC n'est pas discipliné et que les membres hors OPEP, eux, sont en augmentation considérable de production. Donc il y a un facteur offre absolument considérable, renforcé par les États-Unis. Et de toute évidence, c'est un problème de demande également, avec le ralentissement global que l'on connaît. L'avantage du secteur pétrolier, c'est qu'on sait que l'offre peut s'ajuster à la demande, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que les investissements, notamment aux États-Unis, vont commencer à se ralentir l'an prochain pour réagir à la baisse du prix du baril. Mais entre-temps, l'impact, il est essentiellement positif pour les consommateurs et négatif pour les producteurs. Cela dit, le seul bémol que je mettrais, c'est que pour les consommateurs, quand j'entends à quel point on considère que la baisse du prix du pétrole est une aubaine pour les consommateurs, l'expérience montre que le consommateur, il s'ajuste pas tout de suite. Il attend de voir si la baisse est durable avant de se mettre à consommer beaucoup. Donc dans un premier temps, je compterai pas trop sur la baisse du prix du baril pour être très optimiste sur un regain de la consommation. Bon, il faut se préparer à des chocs encore en 2015, Didier Saint-Georges, là, quand hausse du dollar, impact sur les émergents, chute du pétrole, impact sur un certain nombre d'émergents qui sont producteurs, on se dit quand même qu'il peut y avoir des effets en chaîne, là, des risques de défaut de sociétés pétrolières, enfin voilà, on peut imaginer là tout de suite des réactions en chaîne qu'on n'a peut-être pas forcément prévu, ou que les marchés en tout cas n'ont pas anticipé à ce stade. Oui, absolument. Comme 2013, il y a eu au mois d'octobre un coup de torchon assez violent sur les marchés. On peut parfaitement avoir cela sur 2015. Le sujet d'ailleurs, et on a eu l'occasion déjà d'en parler, c'est que quand vous avez des pays, des zones qui ont des rythmes de croissance économique très faibles, par définition presque, ils sont vulnérables. Il est très très facile d'enrayer une croissance économique quand elle est très faible, dès qu'on a un choc externe, quel qu'il soit. Donc on est dans un environnement où la croissance faible crée la vulnérabilité, a fortiori quand le destin de ces économies repose sur les banques centrales, dont aujourd'hui on a discuté la limite du pouvoir. Donc clairement une volatilité à venir tout à fait possible. Cela dit, regardez 2014, même dans un environnement comme ça, il est possible, avec une gestion diversifiée, etc., de générer des performances tout à fait honorables, mais clairement il faut gérer le risque. Les États-Unis restent le refuge donc. Oui, absolument. Au début d'année 2015. Dollar et actions américaines. Ouais, quand vous faites le screening simplement par le bas, si je veux dire, vous essayez de trouver les entreprises qui ont des bilans forts, qui sont très défensifs, avec une forte visibilité, peu d'exposition au cycle. Vous en trouvez davantage aux États-Unis qu'ailleurs. Ça rend ce marché défensif. Merci beaucoup Didier Saint-Georges. Merci d'avoir été avec nous, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion dans Intégral Bourse.